Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cinéma AS. Collection dirigée par Jérôme Martin. Déjà paru. Thierry Sora, Souvenirs en Technicolor, 50 films plus grands que nature, 2022. Lucie Dolene, Hollywood, non merci, 2021. François Sauteron, L'empereur du cinéma. Charles Pathé, 1863-1957, Un film rêvé, 2020. Philippe Sanson, Quelques années-lumière, Journal de bord d'un chef électro, 2020. Kevin Karbowickiillot, John McTiernan. Hollywood, film d'action et politique. De l'apogée au déclin d'une carrière, 2016. Agnès Figueuraslenattier, acteur et comédien. D'une passion à l'autre, 2016. Antoine Matta, Hollywood des stars. La crise du cinéma à l'ère numérique, 2015. Claude Monnier, James Bond. Une esthétique du plaisir, 2015. Lydie de Cobert, La corde musicale d'Alfred Hitchcock, 2015. Aux amis d'Allemagne et de France. Albert, Aline, Andrew, Angela, Anna, Barbara, Blandine, Catherine, Cathy, Christina, Eric, François, Franck, Heinz, Gerd, Günther, Jana, Jean-Marc, Christian, Linda, Lisa, Laurie, Marc-Antoine, Marcelin, Martina, Mathias, Nader, Nicole, Odile, Patricia, Renate, Sarah, Sébastien, Sylvia, Ulrike, Ursula, Out, Yui, Vera, Vincent. Préambule. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Je faisais alors des recherches sur le cinéma allemand d'après-guerre, en particulier les films des ruines qui mariaient l'expressionnisme et le néoréalisme. C'était un sujet sur lequel les informations étaient encore très parcellaires. C'est ainsi que j'ai été amené à m'intéresser à la DEFA, la société de production est-allemande. J'ai découvert à ma grande surprise qu'au mi-temps des années 50, la France avait été le principal partenaire étranger de la DEFA. Au total, 4 coproductions entre la France et la RDA virent le jour entre 1956 et 1960. Et je constatais que Simone Signoret avait rempli une fonction de pionnière, puisqu'elle avait été la première vedette française à tourner dans une production entièrement est-allemande. J'avais maintes questions à lui poser sur ses motivations, sur les conditions de vie à l'Est, sur son rapport à l'Allemagne, sur ses relations avec la troupe du Berliner Ensemble, sur le tournage. Bref, je lui écrivis pour lui demander de m'accorder un entretien. Les semaines passèrent. Pas de réponse. Puis, par une belle journée d'été 1985, un appel téléphonique. C'était Simone Signoret. Elle me dit qu'elle avait bien reçu ma lettre, mais qu'elle se trouvait actuellement dans sa maison normande d'Auteuil. Elle acceptait volontiers de me parler de ses séjours en RDA. Elle me recontacterait à la rentrée pour fixer un rendez-vous. Mais elle ne quitta pas Auteuil. Elle y mourut en septembre. Qu'elle ait pris la peine, compte tenu de son état de santé précaire, de me joindre pour m'assurer qu'elle n'avait pas oublié ma lettre me bouleversa. J'en conclus que les semaines qu'elle avait passées en RDA demeuraient un souvenir marquant, et qu'elle aurait aimé les évoquer plus longuement que dans ses mémoires. Je suis en tout cas sûre qu'elle procura une immense joie à ma mère qui avait d'abord reçu son appel, et qui lui vouait une admiration totale. Elles appartenaient à la même génération, vivant à Paris sous l'occupation, affrontant des difficultés similaires, fréquentant le même milieu, partageant les mêmes aspirations. Merci Simone. 1. De l'Allemagne. Dans son livre de souvenirs La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, Simone n'évoquait qu'en quelques pages le tournage de Mère Courage. C'était pourtant une véritable aventure, tant les attentes et les difficultés apparaissaient grandes. Ce film détenait un potentiel formidable. Il pouvait œuvrer à la paix entre les peuples, ouvrir le rideau de fer, réduire les tensions entre l'Est et l'Ouest. Mais il était aussi soumis aux aléas de la guerre froide. Une crise internationale pouvait ajourner le projet. Celui-ci devait aussi surmonter la rigidité bureaucratique et idéologique de la RDA. De plus, Simone se rendait dans un pays avec lequel la France n'entretenait pas de relations diplomatiques. C'était donc rudement audacieux de sa part de s'engager dans une affaire qui pouvait mal tourner, et présentait des risques pour sa carrière. Mais Simone était une femme qui aimait relever les défis.
Elle s'enthousiasma tout de suite pour ce projet, d'autant que son ami Bernard Blier l'accompagnait dans cette entreprise. Elle était flattée d'avoir été choisie pour participer à une œuvre prestigieuse, dont l'auteur avait révolutionné le théâtre. Elle avait envie de jouer dans le plus grand studio d'Europe, de fouler les plateaux qu'avaient arpentés Fritz Lang, Murnau, Marlene Dietrich, où avaient été réalisés Métropolis, M. le Maudit, L'Ange bleu. Elle s'était lancée dans cette aventure avec ardeur et confiance. Tout était réuni pour vivre un moment exceptionnel. À Babelsberg, on allait se régaler avec un beau scénario, un bon metteur en scène, de bons acteurs. Elle était enfin curieuse de découvrir une nouvelle Allemagne qui se réclamait du socialisme. Copyright DEF à Stiftung Eduard Neufeld. Le cuisinier, interprété par Bernard Blier, retrouve Yvette, Simone Signoret, l'ancienne prostituée devenue une veuve riche, devant le chariot de Mère Courage, alors que la cantinière se tient en retrait, Hélène Weigel. Comme tous les Français de son époque, Simone Signoret entretenait une relation particulière avec l'Allemagne. Pas seulement en raison des 4 années d'occupation. C'était pour elle encore plus intime puisqu'elle y était née le 25 mars 1921. Exactement à Wiesbaden où son père, André Kaminker, était en poste. Celui-ci avait alors 32 ans. Né en France d'un père juif polonais et d'une mère autrichienne, il avait opté pour la nationalité française à sa majorité. Fervent patriote et mobilisé dès 1914, il fit toute la guerre, d'abord comme aérostier puis dans l'infanterie. Après la fin des hostilités, il resta 3 ans dans l'armée en tant que fonctionnaire civil au sein des troupes d'occupation en Rhénanie. En 1920, il épousa une jeune provençale, Georgette Signoret, qui donna naissance un an plus tard à Simone qui aura 2 frères dont l'un, Alain, un cinéaste, se noiera en 1958 en effectuant des prises de vue au large de l'île de Sein. 2 ans après sa naissance, Simone et ses parents vinrent s'installer à Paris où son père exerça différents métiers dans la publicité et le journalisme, avant de faire carrière comme interprète de conférences à la Société des Nations. Après la débâcle, il fut évident pour lui qu'il ne pouvait que rejoindre la France libre à Londres. Après la guerre, il fut interprète à l'ONU jusqu'en 1949 puis au Conseil de l'Europe. Doté d'une mémoire phénoménale qui lui valut le surnom de Sir Boss, cet agnostique était dépeint par ses collègues comme un homme chaleureux, généreux et plein d'humour. C'est donc de New York et ensuite de Strasbourg qu'André Kaminker suivit l'ascension de sa fille. Comme son père, Simone était plutôt douée pour les langues étrangères. Au lycée, elle apprit d'abord l'anglais puis l'allemand, ce qui lui sera bien utile pour mener une carrière internationale, notamment en Grande-Bretagne et en RDA. Devant subvenir pendant l'occupation aux besoins de sa famille, la jeune Simone donna des cours d'anglais et devint sténodactylo pour le compte du magnat de la presse collaborationniste, Jean Lucher, dont la fille Corinne était une amie de classe. Par l'intermédiaire de la fragile Corinne, qui avait tourné une dizaine de films, Simone commença à faire de la figuration sous le nom de sa mère, apparaissant dans une douzaine de films comme Les Visiteurs du soir de Marcel Carné. Elle se lia quelque temps avec Marcel Duhamel qui, avant d'être un génial éditeur, avait exercé divers métiers dont celui de comédien, tournant avec Simone dans Le Voyageur de la Toussaint de Louis Daquin. Puis, elle fit la connaissance de son premier mari Yves Allégret qui, avant d'être metteur en scène, avait été brièvement secrétaire de Léon Trotsky. C'est lui qui la révéla dans Les Démons de l'Aube, et surtout Dédé d'Anvers et Manège, 2 films dont elle partageait l'affiche avec Bernard Blier. Gros succès, Dédé d'Anvers attira 3 millions de spectateurs français. En 1949, elle tomba éperdument amoureuse d'un jeune chanteur Yves Montand qu'elle épousait 2 ans plus tard. Ils formèrent le plus célèbre couple de la scène, presque au point de devenir indissociables, Montand-Signoret. Ils étaient le pendant artistique du duo intellectuel Sartre-Beauvoir. Simone partageait les mêmes combats, les mêmes espoirs et les mêmes objectifs que son mari. Tous deux vivaient, comprenaient et aimaient le peuple français qui le leur rendait bien. À partir de Casque d'Or, elle accéda au statut de grande vedette que confirma d'abord Thérèse Raquin puis Les Diaboliques qui attira plus de 3,6 millions de spectateurs. La notoriété permit à Simone de choisir ses rôles, comme celui d'Yvette dans Mère Courage qu'elle accepta avec enthousiasme, d'autant qu'elle aurait pour partenaire les membres du Berliner Ensemble, une des meilleures troupes du monde, dirigée par la grande Hélène Weigel. Simone n'était pas peu fière de jouer avec eux.
Elle qui venait de connaître les contraintes de temps au théâtre envia leurs conditions de travail, puisque les comédiens allemands pouvaient répéter aussi longtemps que le souhaitait Brecht. Simone n'était pas la première artiste française à jouer devant les caméras de la DEFA. Avant elle, le mime Marceau et sa compagnie y avaient tourné, durant l'hiver 1951-1952, 3 courts-métrages qui n'ont jamais été projetés en public et récemment redécouverts. 2 ans plus tard, Anne Vernon et Roland Alexandre participèrent à une coproduction suédo-est-allemande sur un sujet français, Mademoiselle de Scudéry interprétée par Henny Porten, star allemande du muet qui avait joué dans plus de 100 films et avait sous Hitler refusé de divorcer de son mari juif. Quant à Michel Piccoli, il avait joué le rôle d'un jeune communiste français dans le diptyque terriblement gidanovien, Ernst Thälmann, consacré au chef du parti communiste allemand exécuté par les nazis. 2 Compagne de route. Simone était un être entier, jamais neutre ou modéré. Comme dans ses rôles de garce ou de prostituée au grand cœur, elle était passionnée, ardente, généreuse, déterminée, tenace. En privé comme en public. Aussi bien sur scène ou à l'écran qu'en politique. Simone affirma sa conscience politique durant l'occupation, qui la fit progressivement évoluer vers le communisme. C'est à partir de 1941, au Café de Flore, qu'elle se politisa au contact d'écrivains de gauche et de comédiens qui avaient fait partie d'une troupe de théâtre ouvrier. Elle y rencontra notamment Simone de Beauvoir et Jacques Prévert, et y retrouva Jean-Paul Sartre qu'elle connaissait depuis sa participation en 1937 au journal Le Trait d'Union. Son engagement se renforça en s'éprenant en août 1949 d'Yves Montand, qui était issu d'un milieu ouvrier italo-marseillais. Même si elle manifestait un engagement actif, elle était davantage une sympathisante qu'une militante. L'une des premières prises de position publique de Simone concerna les accords Bloom-Byrne, qui facilitaient la pénétration du cinéma américain en France. Une grande manifestation hostile à cet arrangement mobilisa en janvier 1948 acteurs et réalisateurs dont Jean Marais, Roger Pigault, Jacques Becker, Louis Dequin, Madeleine Sologne et Simone. Ils obtinrent partiellement satisfaction puisque ces accords furent révisés peu après. 2 ans plus tard, son engagement s'intensifiait. Le cas de Simone était significatif d'un élargissement du phénomène de l'intellectuel engagé. Celui-ci était normalement un écrivain ou un philosophe, depuis Voltaire, Hugo, Zola, jusqu'à Gide, Mauriac, Camus, Sartre et Aron. Après la guerre, ce cercle s'était agrandi et englobait non seulement des scientifiques, des enseignants, des artistes, mais aussi des acteurs, dans la mesure où le cinéma était devenu la principale activité culturelle de la population française. Copyright DEFA Stiftung Edward Neufeld. À l'instar du rôle qu'elle joua dans Mère Courage, Simone était une femme déterminée qui ne se laissait pas facilement intimider. Comme main artiste et intellectuel français, Simone Signoret était reconnaissante à l'URSS d'avoir abattu Hitler et aux communistes d'avoir largement participé à la résistance. Depuis Stalingrad, le prestige de l'Union soviétique était immense et pas seulement à gauche. Le catholique François Mauriac louait ainsi l'œuvre grandiose accomplie par Moscou. Pour Simone comme pour tant d'autres, le PCF était le parti des combattants et des martyrs de la résistance, le seul représentant de la classe ouvrière à laquelle il avait procuré dignité et visibilité. C'était à travers Yves et sa famille que Simone avait approché le monde prolétaire. Issue d'un milieu aisé, elle avait peut-être développé un complexe de culpabilité sociale, faisant partie de ces intellectuels bourgeois qui veulent expier leurs origines, comme l'avait discerné Camus. Il était d'autant plus facile de soutenir les communistes qu'ils étaient tout à la fois patriotes, internationalistes et incarnaient l'avenir de l'humanité. Le PCF était devenu non seulement le premier parti de France, rassemblant plus du quart de l'électorat, mais aussi le parti de l'intelligence et des arts. Il avait réussi à séduire une cohorte de personnalités prestigieuses. Aragon, Picasso, Roger Vaillant, Frédéric Joliot-Curie, Aimé Césaire. Autour du parti gravitaient les compagnons de route qui n'étaient pas encartés, mais partageaient des positions similaires sur la fin programmée du capitalisme et l'avènement inéluctable du socialisme mondial. Ces compagnons irriguaient les organisations infiltrées par les communistes, comme le mouvement de la paix orné de la colombe de Picasso,
le Comité national des écrivains, l'association France-URSS où se côtoyèrent Sartre et Mauriac. Même si elle reconnaissait certaines imperfections et erreurs au système soviétique, Simone percevait l'URSS comme cette grande lumière à l'Est, qu'avait jadis évoqué Jules Romain. La bipolarisation de la guerre froide ne laissait guère de place au doute, à la modération, à l'argumentation. Dans ces conditions, on pouvait relativiser, minimiser, voire oblitérer la nature totalitaire du régime soviétique. On pouvait ignorer le goulag, la Grande Terreur, les parodies judiciaires, le massacre de Katyn, on pouvait justifier l'excommunication de Tito, le coup de Prague, le blocus de Berlin, le procès Slansky. Raymond Aron résuma cette perversité dogmatique dans L'opium des intellectuels. La fin sublime excuse les moyens horribles. Il était d'autant plus aisé de s'aveugler que les preuves documentaires n'étaient pas encore abondantes. Les témoignages sur le goulag étaient dénigrés comme de la vulgaire propagande anti-soviétique. Paradoxalement, cette cécité était particulièrement répandue parmi la gauche française, alors que ce fut à Paris à la fin des années 40 que la dénonciation des crimes staliniens s'imposa dans le débat public, à travers 2 procès en diffamation intentés à l'hebdomadaire communiste Les Lettres françaises, tout d'abord par Viktor Kravchenko, un haut fonctionnaire soviétique passé à l'Ouest et qui avait décrit la vie en URSS dans le livre J'ai choisi la liberté, et ensuite par David Rousset qui avait proposé Q'. Une commission internationale enquêta sur les camps soviétiques. Rousset avait publié l'une des premières études sur l'univers concentrationnaire. Bien qu'il fût un militant anticolonialiste, un résistant et un ancien déporté, le PCF n'hésita pas à le vilipender en trotskiste falsificateur qui osait comparer les systèmes concentrationnaires hitlériens et staliniens. Les communistes perdirent les 2 procès, au cours desquels fit sensation le témoignage bouleversant de Margarete Buber-Neumann, qui avait successivement connu les camps soviétiques et nazis. La guerre et l'occupation avaient rendu la neutralité ou l'indifférence obsolète, voire répréhensible et dangereuse. Désormais, le mot d'ordre impératif était à l'engagement. Autant que l'écrivain ou le savant, l'artiste se trouvait selon Sartre en situation. Il devait prendre position et servir la collectivité. Simone était aussi d'avis qu'une artiste remplissait un devoir éducatif, et que le véritable artiste ne peut travailler que dans la paix et pour la paix. Le déclenchement du conflit Est-Ouest accentua le phénomène. Cette lutte manichéenne obligeait à choisir son camp, entre le capitalisme et le communisme, entre les fauteurs de guerre et les partisans de la paix. La guerre froide offrit au PCF l'occasion d'orchestrer une sensationnelle campagne de mobilisation en faveur de la paix. Et le contexte était diablement favorable. Création de l'OTAN, installation des bases américaines en France, insurrection anticoloniale en Indochine, guerre bactériologique en Corée, visite à Paris du général américain Ridgway Lapeste, projet d'armée européenne, réarmement allemand. Simone était convaincue comme Sartre que l'Union soviétique représentait une force émancipatrice qui veut la paix et le prouve chaque jour. Toute critique portée à l'encontre de l'URSS servait le camp opposé et détournait du véritable ennemi, le capitalisme exploiteur et guerrier. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas pactiser avec ses adversaires. Ces intellectuels et ces artistes furent bien utiles à l'URSS et au Parti communiste, en critiquant unilatéralement la politique jugée belliciste des Occidentaux. Comme au moins 10 millions de Français, dont Gérard Philipe, Marcel Carné, Jacques Prévert et Maurice Chevalier, Simone signa en 1950 l'appel de Stockholm réclamant l'interdiction absolue de la bombe atomique. Avec Yves Montand, elle mena des batailles du livre supervisées par le Comité des écrivains. Bien qu'elle ne partageât pas le dogmatisme culturel du Parti communiste qui imposait une stricte obéissance au réalisme socialiste, elle se conformait toutefois au manichéisme de la guerre froide. Appréciant la solidarité de l'action collective, Simone Signoret s'impliqua notamment dans les travaux du Congrès du peuple de Paris pour la paix qui se réunit en novembre 1952 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, sous les auspices du PCF. Avec son ami Gérard Philipe, elle y prit la parole pour demander la fin de la guerre en Indochine et en Corée, l'interdiction des armes nucléaires, l'abandon du projet d'armée européenne et la conclusion d'un traité de paix avec une Allemagne unifiée et démilitarisée. À cet égard, le cas de l'anti-anticommuniste Sartre était symptomatique de cet aveuglement.
Lui, que l'humanité avait pourtant caractérisé d'écrivain nauséeux, et que l'auteur stalinien Alexandre Fadeïev avait traité de hyène dactylographe, opéra une conversion quasi mystique et se rangea, à partir de 1952, aux côtés de l'URSS, la patrie du socialisme, et devint pendant 4 ans un fidèle compagnon de route du PCF. Il fit même en 1954 un voyage en URSS où on jouait désormais ses pièces. À son retour, il fit même l'apologie de l'Union soviétique, affirmant sans barguigner que la liberté de critique y est totale, et pronostiquant que dans une décennie, le niveau de vie y sera supérieur de 40% à celui de la France. Simone et Yves y effectueront 2 ans plus tard une tournée qui leur dessillera les yeux. Son engagement politique valut à Simone d'être fichée dès 1950 par les renseignements généraux qui en dressèrent un portrait édifiant. Cette pétroleuse des syndicats staliniens était une libertine dont les rôles au cinéma correspondaient à son tempérament. Ses voyages à l'Est confirmaient ses attaches avec le Parti communiste, et une rumeur la faisait même passer pour une espionne au service du KGB. Il est à remarquer que la sécurité d'État est-allemande, la redoutable Stasi, ne constitua pas de fiches sur Signoret avant 1977 et encore ne comportait-elle rien de particulier, si ce n'est ses données personnelles et sa profession. La RDA ne pensait pas que Simone présentât un quelconque danger, et ne doutait pas de ses sympathies communisantes. Juste avant de partir en août 1955 pour Berlin, Simone participa, avec Gérard Philippe, Yves Montand, Madeleine Sologne, Jacques Tati, Jeanne Moreau, Michel Morgan, au bal des techniciens du cinéma organisé au Palais de Chaillot. Elle assista, en compagnie de son mari, de Raymond Rouleau, son metteur en scène des Sorcières de Salem, et d'écrivains, dont ses amis Aragon et Claude Roy, à une réception donnée en l'honneur de l'Opéra de Pékin et du ballet Liaoning. Elle fut aussi l'une des nombreuses vedettes de la Kermesse aux étoiles, avec Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, Leslie Caron, Linda Darnell, Harold Lloyd, Raph Vallon avec lequel elle venait de jouer dans Thérèse Raquin, a signé des autographes au bénéfice d'œuvres de bienfaisance. Elle ne manqua pas non plus de prendre part au Gala de la Paix, animé par Jean Nohain et Gérard Philippe à la salle Pleyel où se produisirent également Bourvil, Eddie Constantine, son ami François Perrier, Pierre Dac, Nicole Courcelles. 3. L'ombre des Rosenberg. C'est pendant l'interruption des représentations des Sorcières de Salem au théâtre Sarah Bernard, qui accueillait durant l'été le Théâtre des Nations, que Simone partit en août 1955 pour la RDA. Elle retrouvait l'Allemagne 32 ans après l'avoir quittée comme nourrisson. Elle arriva à la gare de Berlin-Est, 2 ans après des événements tragiques qui avaient failli renverser le régime communiste. Ce qui se passa à Berlin-Est le 17 juin 1953 fut comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été, selon l'expression du haut-commissaire français en RFA, André-François Poncet. La surprise fut totale, aussi bien pour les dirigeants allemands, pour le Kremlin que pour les observateurs occidentaux. Il semble que la révolte populaire qui ébranla la RDA ce jour-là, la première dans un pays communiste, ne suscita guère d'intérêt chez Simone Signoret comme d'ailleurs chez les autres compagnons de route. Était-elle sensible à la propagande communiste qui présentait cette émeute ouvrière comme une tentative de putsch fasciste, et les manifestants comme des provocateurs et des agents de puissances étrangères? N'a-t-elle pas lu Le Monde qui évoquait cette explosion de haine contre les Russes et leurs marionnettes? N'a-t-elle pas vu ces photos de manifestants jetant des pierres contre les chars soviétiques? Les mêmes images à Budapest la bouleverseront. Elle ne pouvait connaître le nombre des victimes, puisque le chiffre exact est encore débattu. Mais la brutale répression a fait au moins plusieurs dizaines de morts, dont des adolescents de 14 ou 15 ans, des centaines de condamnés, certains envoyés dans des camps en Sibérie. La méconnaissance de Simone résultait aussi du manque d'informations à l'Ouest sur l'état des ouvriers et des paysans. Comme la France ne reconnaissait pas la RDA, tous les contacts avec cet État revêtaient un caractère inofficiel. Le PCF remplissait souvent la fonction d'intermédiaire ou de promoteur. Avec le plan Schuman et encore plus avec le projet de CED dont Paris était le principal instigateur, Berlin-Est développa, en accord avec Moscou, une stratégie visant à torpiller ces initiatives accusées de préparer le réarmement de l'Allemagne occidentale et une nouvelle guerre impérialiste. En France, le PCF, la CGT,
Les anciens combattants et résistants, les syndicats enseignants et l'humanité relayèrent ces mots d'ordre, qui trouvèrent un écho favorable au sein des milieux intellectuels et culturels. D'autant plus que la RFA était clairement perçue comme un foyer revanchard, où proliféraient les nazis. Ainsi Simone Signoret, entouré de nombreux camarades comme Jean Gabin, Pierre Brasseur, Roger Pigaut et Raymond Bussière, soutint toutes les initiatives du mouvement de la paix contre la CED et le réarmement allemand. Mais surtout Simone Signoret, comme toute l'intelligentsia française, était alors totalement préoccupée par le sort des époux Rosenberg. Arrêtés aux États-Unis à l'été 1950 sous l'accusation d'espionnage au profit de l'URSS, Julius et Ethel Rosenberg furent condamnés en avril suivant à la peine de mort, à la suite d'une machination judiciaire. Dans le contexte de la guerre de Corée et du macartisme, cette affaire prit rapidement une dimension internationale. En France, le PCF orchestra une vaste campagne de solidarité pilotée par le Comité de défense des Rosenberg, qui réunissait des personnalités provenant d'horizons politiques et professionnels variés comme Maurice Druon, Hervé Bazin, Fernand Léger, Jean Eiffel, Aragon, Picasso, Yves Montand et Simone Signoret. Celle-ci s'investit avec ardeur dans ce mouvement, d'autant que l'affaire Rosenberg véhiculait de nauséabonds relents antisémites, même si ceux-ci se répandaient aussi à l'Est au même moment avec le procès Slansky à Prague et le prétendu complot des blouses blanches à Moscou. Copyright DEF à Stiftung Edward Neufeld. Comme mère courage, Yvette Simone Signoret gagne sa vie au milieu des soldats. C'est dans ce climat passionnel que se tinrent, en même temps que les chars soviétiques brisaient la révolte populaire à Berlin-Est, de grandes manifestations parisiennes sur le thème de Sauvons les Rosenberg, destinées à obtenir leur grâce. La première eut lieu le 17 juin, place de la Nation, et la seconde le lendemain au Veldiv, à laquelle assistèrent Simone et Montand. Elles mobilisèrent une foule dense et une pléiade de célébrités, qui n'obtinrent cependant aucune commutation de peine puisque les époux Rosenberg furent exécutés le 19 juin par électrocution. Le PCF n'avait certes pas planifié la concomitance des événements de New York et de Berlin-Est, mais il l'a exploité au mieux pour occulter la tragédie qui se produisait au même moment en RDA. Au contraire de nombreux intellectuels, dont Jean-Paul Sartre avec lequel il avait rompu en 1946 parce que celui-ci avait opéré un détour stalinien l'amenant à vilipender la rageuse Amérique, berceau d'un nouveau fascisme, Albert Camus avait, lui, dénoncé la répression en Allemagne orientale et la tactique du PCF qui s'était acharné à dissimuler dans l'ombre des Rosenberg les fusillés allemands. L'affaire Rosenberg a profondément marqué Simone Signoret, au point qu'elle s'engagea activement dans l'adaptation théâtrale et cinématographique de la pièce d'Arthur Miller Le Sorcière de Salem, qui en est une parabole. Et ce fut en RDA qu'elle tourna ce film, un an après y être venue pour jouer dans Mère Courage. Elle connaissait donc bien les studios allemands, dont la dimension imposante et la longue tradition l'impressionnaient. En effet, rien de comparable à Babelsberg n'existait en France ou dans le reste de l'Europe. 4. FILMSTADT. Les nazis avaient eu le projet de transformer Babelsberg, localité située entre Berlin et Potsdam, en la plus grande Filmstadt du monde et de surpasser Hollywood. Babelsberg a d'ailleurs devancé de peu la création des studios californiens. Dans un cas comme dans l'autre, ce fut la même raison qui présida au transfert du studio, le besoin d'espace et de lumière. En 1911, la compagnie berlinoise Bioscope acquit à Babelsberg un terrain sur lequel se trouvait une usine abandonnée, qui fut en quelques mois aménagée en studio. Dès février 1912 y était tourné un premier film, La Danse macabre, avec la star. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.